Bonsoir et bienvenue à ce nouveau webinaire en direct et enregistré organisé par l'ESCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com et je suis ravie de vous accueillir ce soir en présence de Julien Levavasseur. Bonsoir Julien. Bonsoir Nada, bonsoir à toutes et tous. Ravi de vous retrouver ce soir. Bonsoir. Je remercie également Bisense, la plateforme de référence en veille sur la e-santé, pour son soutien de ce webinaire. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir trois directrices des soins qui vont nous partager leur vision sur l'évaluation de la charge en soins et partager aussi l'expérience qu'elles ont pu mener en mettant en place un outil de suivi et d'évaluation de la charge en soins dans leurs établissements de santé. Je suis donc ravie d'accueillir Madame Nathalie Bisson, coordinatrice générale des soins et directrice de la qualité et de gestion de risque au GHT Mont-Saint-Michel. Nathalie, bonsoir et merci de votre présence ce soir avec nous. Bonsoir, merci de m'avoir invitée. Merci. Je suis également ravie d'accueillir Madame Khadija Kara-Denise, directrice des soins au Centre hospitalier universitaire Paul Brousse de l'APHP. Khadija, bonsoir et merci également de votre présence et de votre disponibilité avec nous. Bonsoir, merci à vous de m'avoir convié à cet échange sur le logiciel et l'utilisation du futur logiciel de Virginia. Enfin, je suis ravie d'accueillir Madame Valérie Valin, coordinatrice générale des soins et fondatrice de l'application Virginia. Valérie, bonsoir et merci de votre disponibilité. Avec plaisir, Nada, et j'espère qu'on va avoir un débat riche autour de cette question essentielle pour nous soignants de la gestion de la charge en soins et de son évaluation en temps réel. Vous nous proposez un exposé, d'ailleurs toutes les trois, d'une trentaine de minutes, suivi d'un échange avec les participants. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, Valérie, nous expliquer dans un premier temps votre histoire, votre parcours aussi professionnel, parce que c'est aussi votre quotidien, votre exercice professionnel qui vous a conduit à ça. Je vous laisse la main. Alors, merci à tous d'être à notre écoute. Et c'est vrai que, bon, ben voilà, vous nous avez vus, c'est nous. Nous sommes les trois prêtresses du soir. Ce que je voulais raconter en quelque sorte, c'est qu'avant de donner les grands principes de la façon, parce que bien sûr, on parle d'un logiciel au bout du compte, mais c'est une philosophie et c'est une démarche qui a été faite pour mener à la création de ce logiciel. Comme beaucoup d'entre nous et comme mes collègues présentes, Nathalie et Khadija, je suis une soignante au parcours très long, qui a une quarantaine d'années, et également qui a évolué dans les fonctions. Et je me suis retrouvée, en fait, au début des années 2000, en proie à deux grosses problématiques que nous avons tous eues en tant que professionnels, c'est-à-dire gérer le passage aux 35 heures, c'est-à-dire une réduction grosso modo de 10% du volume de nos effectifs, sans compensation, plus la T2A qui est rentrée dans le privé en une fois et dans le public progressivement, mais de toute façon qui a eu des impacts immédiats, et où nous nous sommes retrouvés, nous, en tant que position de directeur des soins, on nous a dit, débrouillez-vous, trouvez des solutions. Personnellement, ce qui m'a fait un déclic au départ, c'est qu'au début des années 2000, tout de suite après le passage aux 35 heures, je suis arrivée dans un établissement, et à l'époque, on comptait encore en francs. On m'a dit, eh bien voilà, à cause de tout ça, l'année dernière, on a dépensé 3,5 millions d'euros de francs d'intérim. Eh bien, ton premier objectif, c'est de remédier à ça. Voilà. Et je vais vous passer tous les détails, mais c'est vrai que j'ai commencé d'une façon très empirique, un papier-crayon, dans les grandes lignes, en réunissant mes cadres. Toi, tu as combien de toilettes complètes? Toi, tu as ceci, toi, tu as cela. Et finalement, en un an, on a réussi vraiment à maîtriser cet état de fait. Je vous parle du début des années 2000, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de temps qui est passé. On est passé sous Excel à un certain moment avec les mêmes succès et avec les mêmes réussites. Et c'est vrai que m'étant trouvé dans un établissement
qui était à la fois sous le coup d'un PREF et d'un COPERMO, donc dans les années 2013, 14, 15, 16, je me suis dit là, il faut vraiment mettre l'artillerie lourde pour être capable finalement de quantifier et de travailler sur un COPERMO, surtout un PREF qui tienne la route, c'est-à-dire de ne pas décider arbitrairement, on enlève X postes et on se débrouille avec. Non, c'était l'inverse. La démarche a été inverse. Voilà. Et c'est de là qu'est venue la démarche. Donc, en fait, l'idée est très simple. On va évaluer en temps réel. Je ne sais pas quelle est la moyenne de la génération de nos interlocuteurs ce soir, de nos auditeurs. Moi, c'est vrai qu'en début de carrière, dans les années 80, j'ai connu les CIPS et j'ai envie de dire, il n'est pas question de dénigrer des choses qui ont apporté quelque chose. J'ai connu les CIPS, on est tous d'accord ou grandement d'accord pour dire que c'est une méthode qui a eu le mérite d'ouvrir un chemin, mais qui était difficilement utilisable au quotidien. Pour ceux qui l'ont utilisé, vous le savez, de par sa lourdeur et de par justement l'incapacité qu'on avait à être dans du réel et du prédictif. Donc, avec notre méthode, nous sommes capables de visualiser en temps réel à différents niveaux de granularité, hein, donc que ce soit un service ou un GHT ou un groupe d'établissements privés qui travaille sur une ville, hein, qui pratique une mobilité interétablissement. On se donne pour mission d'être capable de donner ces valeurs. Donc, on peut travailler en routine, on peut travailler en prédictif, sur 24 heures pour l'instant, mais on peut travailler avec des schémas cliniques de façon plus lointaine. Et qu'est-ce qu'on a au bout du compte? On a une amélioration de la QVT, hein, parce que c'est évident. Il y a vraiment, et nous on l'a constaté, et mes témoins, je pense, enfin en tout cas, les utilisateurs pourront probablement en témoigner, on a j'ai envie de dire, une décontraction des professionnels qui se sentent écoutés, puisque l'idée n'étant pas de contrôler le travail des soignants, l'idée étant de valoriser au contraire leur activité et d'être capable de dire, ben oui, mais tous ces soins accessoires qu'on ne trace pas, toutes les choses qu'on ne voit pas forcément, elles ont une charge, elles ont un poids, et c'est ce qui fait que on nous dit des fois, non mais attends, c'est bon, tu as assez de personnes sur ton planning, ouais mais non. Un service plein n'est pas forcément un service lourd, et à contrario, un service moitié vide n'est pas forcément un service léger. Voilà. Donc une meilleure QVT, une meilleure qualité, forcément, de la prise en charge. Et bien sûr, au bout du compte, et c'est ce qui fait déclencher l'intérêt de nos directeurs généraux, financiers et autres, c'est aussi, bien sûr, un ROI intéressant, puisque nous arrivons à maîtriser par le biais de cette... L'outil est une chose, hein, mais c'est la méthode qui nous intéresse aujourd'hui. Par le biais de cette méthode, nous arrivons à maîtriser grandement les mensualités de remplacement et à travailler sur une mobilité interne parfois temporaire, et aussi à qualifier les besoins en remplacement ou de personnel possiblement mis à disposition dans le cadre d'une diminution d'activité éventuelle. Donc, je vous montre quelques écrans, mais alors bon, vous pourrez poser autant de questions que vous voulez, mais ça n'est pas une démo, hein, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça se passe. Là, c'est un écran type, ce qu'on appelle une fiche d'activité. Le principe de Virginia, du logiciel, est d'évaluer, donc toutes les 24 heures, de valider ce qu'on appelle une fiche d'activité. Fiche d'activité qui est par des tas de moyens qui ont été mis en place techniquement, d'interfaçage avec les logiciels de mouvement, avec l'Active Directory, etc., nous permet une très, très grande rapidité et nous permet donc, suivant 4 groupes de critères qui correspondent à l'état initial, aux besoins fondamentaux et aux soins infirmiers directs, d'avoir une approche qui est à peu près correspondante entre 80 et 90% de la réalité des activités. Et ce que vous ne voyez pas là, c'est qu'on a une 4e rubrique qu'on appelle les soins spécifiques, qui sont totalement adaptés au service dont il est question et qu'on travaille en amont avec les équipes pour vraiment coller le plus possible à la réalité de la charge du service dont on parle. Bien sûr, ces validations d'activité sont faites au niveau des professionnels de terrain, mais nous produisons également des outils de management. Hein. Alors là, je ne peux pas vous les montrer, ils ne sont pas interactifs, ce sont des captures, mais dans lesquelles nous avons certains indicateurs, les pourcentages d'activité, les pourcentages d'occupation des lits, les scores en valeur réelle et aussi en pourcentage d'une activité cible, hein, qui est définie, mais ça, si vous voulez poser des questions après, je vous expliquerai un peu comment on peut définir cette activité cible, et bon, voilà, des synthèses qui nous aident dans la décision.
un lissage sur 24 heures et également la possibilité d'aller déplacer un curseur pour voir si, par exemple, le professionnel qui vous dit maintenant qu'à 20 heures, il sera absent, d'aller déplacer votre curseur sur la ligne et de voir quelle sera la réalité de votre activité à ce moment-là, de façon à disposer d'une aide à la décision. Est-ce que je dois remplacer? Oui, non. Est-ce que je dois remplacer tout de suite? Oui, non. Est-ce que je dois remplacer 100%? Oui, non. Ou ai-je éventuellement, quelque part, un professionnel qui pourra dépanner plus longtemps ou temporairement le temps qu'on trouve une solution. Donc, voilà, c'est une autre visualisation, bien sûr, avec des courbes qui nous donnent des intensités d'activité par rapport à une ligne que vous voyez ici, qui est le score cible dont j'ai parlé, hein, qui est une cible qui est définie au décours du déploiement. Voilà, différentes. Vous m'excusez, c'est pas en français, mais c'est une version plus ancienne. Bien sûr, tout est en français, hein, évidemment. Mais ça, c'est des images qui viennent de la première version de démonstration. Et vous voyez qu'on a une vision absolument simplifiée et que, par exemple, ici, vous êtes capable de dire que par rapport au score cible, c'est-à-dire l'activité normale de votre service, vous êtes un peu en surchauffe ou voire en calme ou en situation moyenne. Je fais très court, hein, vous m'excuserez, on répondra aux questions après, mais c'est vrai que je ne veux pas, je veux surtout laisser la parole à mes collègues utilisatrices. Et ce que je vous ai montré, c'est bien sûr une utilisation, j'ai envie de dire, en temps réel, mais voilà ce qu'on peut produire. On peut également produire des photographies sur des périodes d'observation données, et c'est ce qui se passe souvent, c'est qu'on nous demande des photographies en début de déploiement. C'est-à-dire que typiquement, un établissement nous appelle en nous disant « Bon, j'ai envie d'expérimenter, mais je ne sais pas exactement ce que je vais trouver, je ne sais pas exactement ce que je cherche. En revanche, voilà ma problématique. » Donc, nous mettons en place avec cet outil des moments d'observation qui nous permettent de nous benchmarker en interne, voire en externe. Hein, voilà. Et ici, ce que vous voyez ici apparaître, c'est une comparaison de la charge moyenne occasionnée par patient et par lit pour les services concernés. Mais vous voyez ici que nous arrivons à définir la charge horaire prestée qui repose sur chaque professionnel dans les services correspondants. Très courtement, ici on est très haut, le même bleu ici est beaucoup plus bas. Ça veut dire qu'on a plus de ressources à disposition dans ce service-là. Voyez, et je ne vais pas vous décrire tous les détails, mais c'est ça que ça veut dire. On est capable de faire des photographies des organisations et quand on est en réorganisation, on est capable aussi de revérifier quelque temps après si les nouvelles organisations mises en place ont eu un réel impact sur la charge occasionnée pour les professionnels, puisque surtout dans ces périodes actuelles, l'idée est là quand même de ne pas surcharger, d'écraser toujours les mêmes, aussi de ne pas forcément toujours j'ai envie de dire toujours, céder aux habitudes, aux besoins de sécurité. C'est vraiment d'avoir des moyens objectifs de nous rendre compte si on est dans le vrai ou pas, si nos organisations sont équitables, si les nouvelles organisations ont vraiment amélioré la situation ou pas, etc. Bon, même chose ici, c'est par métier. Bon, même chose, je ne vais pas vous détailler. Voilà. Voilà. J'espère ne pas avoir été trop longue. Je vais passer volontiers la parole à Nathalie Bisson, donc, qui a expérimenté, qui a utilisé longuement Virginia et qui a eu beaucoup de retours à nous faire. Voilà. La situation étant ce qu'elle est aujourd'hui, c'est un peu difficile pour les déploiements en ce moment, mais il continue quand même bon an, mal an. Et Nathalie a été notre site qu'on a appelé Vitrine, puisque ça a été Nathalie Bisson, notre premier chef de projet en dimension réelle. Nathalie, la parole est à toi. Merci, bonsoir à tous. Écoutez, moi, cette expérience a eu lieu en fait quand j'étais cadre supérieur de santé, avant que je devienne coordinatrice générale des soins, d'un pôle de chirurgie femmes-enfants, donc de 290 personnes, 290 professionnels. Et en fait, quand j'ai pris ce pôle, il y avait un taux d'absentéisme très important, il y avait une qualité de vie au travail qui était vraiment détériorée. Enfin, voilà, j'ai récupéré un pôle qui était assez en souffrance. Pour un pôle de chirurgie, l'attractivité devenait difficile. Enfin bref, il y avait beaucoup d'éléments qui faisaient que c'était pas très très rose. Donc, dans un premier temps, on a travaillé
Avant de travailler sur la charge en soins, on a fait un premier travail avec l'ensemble des cadres. Et quand je dis c'est avec l'ensemble des cadres, c'est très important parce qu'il faut emmener les cadres. Sinon, tout ce travail, toute cette philosophie, toute cette démarche ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'on a commencé à travailler par un décloisonnement des services au niveau du pôle et déjà de faire que les cadres s'entraident entre elles. Sur des moyens aides-soignants, infirmiers, apprendre à se connaître, se faire confiance. Je te prête, tu me prêtes quand j'ai besoin. Voilà, c'est de la réciprocité. Travailler sur des valeurs. Et donc, voilà, on travaillait sur la GPMC, la qualité de vie au travail, la maîtrise salariale. Ça, c'était comme dans tous les établissements. Mais voilà, on avait besoin d'avoir une gestion polaire un peu plus structurée. Moi, j'avais demandé à avoir une gestion polaire des effectifs et des remplacements parce que la gestion centralisée générale ne fonctionnait pas. Donc, on avait une insatisfaction à la fois des cadres, mais aussi des professionnels qui ne voyaient pas arriver les remplacements en cas d'arrêt, en cas de formation. On avait le souhait avec les cadres du pôle d'avoir une adaptation des effectifs de manière anticipée. Mais il fallait trouver la façon de le faire au mieux et puis de convaincre notre DRH et notre direction des fonds et notre directeur général de l'importance d'anticiper le plus possible. Et on n'avait pas d'outils de charge en soins. Et puis, on avait un retour des équipes des cadres qui disaient que la charge en soins devenait de plus en plus lourde, et notamment sur les services de chirurgie qui, en fait, avaient un turnover très important, proprement sur l'action de chirurgie, mais aussi, on avait aussi des hébergements de médecine, un peu comme dans tous les établissements, ce qui faisait que parfois, ils faisaient 10 entrées, 10 sorties dans la même journée par rapport aux hébergements, en plus des dossiers de chirurgie. Donc, l'objectif, c'était de rechercher un outil informatique qui puisse, en fait, en temps réel, nous permettre d'adapter les effectifs, puisque nous avions fait tout ce travail préliminaire de décloisonnement des services, de la notion d'entraide entre infirmières d'un service de chir vers un autre service de chir, d'aide-soignante envers un autre service de chir aussi, mais aussi entre pédiatrie, maternité au niveau des auxiliaires. Bref, c'était toute une philosophie. Et on avait travaillé aussi sur la philosophie de la qualité de vie au travail. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti pas forcément que ça vienne d'en haut, mais ça vienne d'en bas. C'est-à-dire chaque soignant est acteur de la qualité de vie au travail au sein de son propre service et surtout au sein d'un pôle, puisque nous étions partis sur l'appartenance à un pôle plutôt qu'à un service. Et à partir de là, eh bien, je laisse Valérie avancer un petit peu sur le diaporama. Nous avons donc accepté d'être pôle pilote, parce que moi, j'avais demandé à ce que ce soit l'ensemble la plus grande partie de tous les services du pôle. Et on avait retiré la pédiatrie et la maternité. Mais tous les autres services étaient sollicités pour voir quels étaient en fait l'impact de cet outil en réel, puisque si j'avais eu qu'un seul service pour travailler la charge en soins, c'était pas intéressant. Donc là, on avait vraiment un réel outil sur mon pôle, et en fait, on a fait la démarche envers un cadre d'un autre pôle, du pôle médecine, de faire en fait ce même travail de pilotage. Et donc, nous avions un pôle avec des cadres convaincus et un cadre sup convaincu, et un pôle avec des cadres et un cadre sup non convaincus. Donc, c'était très intéressant, justement, de pouvoir comparer au final. Nous avions souhaité que cet outil soit rempli donc 3 fois par jour par les professionnels à travers un appel contextuel du dossier patient informatisé. Il n'était pas question qu'ils sortent d'un dossier pour rentrer dans un autre. Voilà. Et la saisie du rubrique était faite à la fois par le profil IDE et le profil AS. Et effectivement, c'était quelque chose qui se faisait assez rapidement, puisque effectivement, la première fiche demande un petit peu moins de 30 secondes, puisque tout est pré-coché. Il faut juste cocher là où c'est pas bon. Et puis après, les fiches suivantes, en fait, c'est moins de 15 secondes, parce que s'il n'y a rien à changer, en fait, il y a juste à valider. Et voilà. Ce qui me permettait, moi, d'avoir, alors pour les cadres, pour chacune leur service, elles avaient une vision en temps réel de leur charge en soins.
3 fois par jour, donc en fin de matinée, en fin d'après-midi et le matin par rapport à l'équipe de nuit. Et moi, ça me permettait d'avoir une vision complète de l'ensemble des services sur le pôle. Et en plus, c'était aussi un outil qui était mis à disposition des cas d'astreinte, en cas d'arrêt, en cas de charge de travail. Elle pouvait en fait évaluer cette charge et adapter les effectifs ou rappeler ou pas rappeler en fonction. Donc, les résultats, ça nous a permis effectivement, je confirme, d'avoir une charge en soins en temps réel, puisque nous avions donc les rubriques qui sont par rapport à l'autonomie, tout ça, tout ce qu'on trouve dans les besoins de Virginia en fait, mais on avait pu mettre en fait les spécifiques à chaque service, c'est-à-dire que dans un service de chir viscéral, ça ne va pas être la même spécificité que dans un service d'orthopédie ou dans un service de vasculaire ou autre chirurgie, hein, bien sûr. Et en fait, ça nous a permis aussi de codifier d'emblée la création d'un dossier, parce que ça prend du temps, et ça, en général, ce n'est pas vraiment objectivé. Et puis, les dossiers de sortie aussi. C'est voilà, tout ce temps qui n'est pas vraiment comptabilisé. Et donc, à la fin, donc, on avait des scores moyens par service, et ça nous permettait de voir en temps réel si on montait dans le rouge, hein, si on était dans le rouge, ou si on était dans le vert. Et du coup, moi, les cadres, en temps réel, quand elles m'appelaient en disant, voilà, moi, j'ai un arrêt cet après-midi, on regardait la charge en soins et on disait, écoute, ton activité est plutôt moindre, ta charge en soins est moindre, donc on va demander à une collègue dont l'activité, on ne remplaçait pas. Et sinon, quand on avait une cadre qui avait une activité dans le rouge, on regardait l'activité des autres collègues et en général, on demandait à une infirmière de venir 2 heures, 3 heures, donner un coup de main, une aide-soignante, voilà, de venir faire à peu près tant de toilettes pour aider parce que dans son service, les toilettes étaient finies plus tôt où les patients étaient plus autonomes. Et donc, voilà, en fait, il y avait cette notion d'entraide, c'était devenu du normal. Alors, je ne vous dis pas qu'au début, c'est quoi ce truc, on va nous surveiller, voilà, hein, on a eu le droit à tout ça. Donc, c'est un accompagnement, c'est beaucoup de pédagogie, beaucoup de communication, d'explication et puis et d'accompagnement. Et quand ils ont commencé à voir que les renforts, quand c'était un peu chaud, que les renforts arrivaient, et là, ils ont commencé vraiment à croire en fait à ça. Et du coup, on a eu encore plus de bon remplissage de l'outil. Et au fur et à mesure, notre score moyen s'est stabilisé et nous avons pu donc bien adapter nos effectifs. Ça nous a aussi permis de travailler sur les organisations, de nous interroger. Est-ce que les horaires de travail étaient adaptés au vu de la charge en soins et tout ça? Donc, ça, c'était voilà, pour la prise de décision sur l'attribution des moyens, on avait vraiment quelque chose d'objectivé. Il faut se dire aussi que c'est donc un outil. Nous, ça a été un très bon outil de communication avec les équipes, à la fois pour travailler sur des groupes de travail, mais aussi pour, voilà, c'est important, on prend en considération votre charge de travail. Et ça, c'est plutôt positif. Mais ça a aussi été un outil de communication avec les partenaires sociaux. Parce qu'effectivement, eux, au départ, ont regardé ça aussi comme un outil de flicage, entre guillemets. Et quand ils ont vu qu'en fait, la satisfaction des professionnels était là parce qu'il y avait vraiment du renfort et parce que l'objectif, c'était vraiment la qualité de vie au travail avec une qualité des soins derrière, eh bien, on n'a pas eu de problème particulier avec les partenaires sociaux du tout. Voilà, donc l'objectif, hein, et on a pu avoir ça, c'était qu'on avait la bonne personne au bon endroit au bon moment par rapport à la qualité et à la sécurité des soins. Ça nous a évité des rappels de personnel, d'heures supplémentaires. Nous, quasiment, enfin, moi, j'avais plus d'intérimaires sur mon pôle. Mon taux d'absentéisme est descendu en dessous de 5,5. Il faut savoir, j'avais un taux d'attractivité 100%, j'avais personne qui partait. Et on a monté du coup les personnels en compétences puisqu'ils étaient capables de faire à la fois des soins en chirurgie ortho, en chirurgie viscérale, en chirurgie vasculaire, en ORL, en maxillofacial, en bariatrique. Donc voilà, c'était assez complémentaire et du coup pour eux c'était très valorisant. Mais voilà, c'est une philosophie, hein, c'est quelque chose qu'il faut amener.
Et il ne faut pas juste amener un outil, c'est vraiment tout un management à côté de décloisonnement, de solidarité, de valeurs et de compétences. Et voilà. Et je souhaite en fait au centre hospitalier universitaire Paul Brousse et à Khadija d'avoir une aussi belle expérience par rapport à cet outil et une vraie valeur ajoutée derrière. Merci Nathalie. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour un déploiement qui est sous forme plus pilote, puisque nous sommes en train de préparer le déploiement de 4 services sur la PHP, dont 2 services directement sur l'hôpital Paul Brousse, dont Khadija Karadeni, c'est la directrice des soins et chef de projet de ce déploiement. Donc, bien sûr, l'outil n'est pas encore en fonctionnement, on en est aux prémices. On va démarrer en mai, mais je vais laisser la parole à Khadija qui va nous expliquer les motivations et les attentes par rapport à cet outil, par rapport à la démarche, plus que l'outil. Merci Valérie. Donc oui, effectivement, le centre hospitalier, le CHU de Paul Brousse, qui fait partie du groupe hospitalier Paris-Saclay, a souhaité s'inscrire dans cette démarche d'évaluation de la charge en soins parce que, comme l'a évoqué ma collègue Nathalie, l'absence d'outils d'évaluation de la charge en soins depuis la mise en place des CIPS en 2000 est une vraie difficulté aujourd'hui pour les établissements en termes d'organisation de soins et de pilotage, de ne pas avoir un outil en temps réel. Pour le coup, c'est ce qui m'a, on va dire, séduit dans cet outil, puisque j'ai rencontré Valérie en 2019 au décours du salon ILCARE, et elle m'a présenté cet outil qui m'a semblé très facile d'utilisation. En parallèle, la PHP, dans son projet social et dans son axe 1, à savoir accélérer les recrutements et comment mieux évaluer la charge en soins, a amené la coordination générale des soins du groupe de tester ce logiciel. Donc, pour le coup, bien entendu, moi, j'attends qu'il puisse répondre à la charge en soins en temps réel afin de mieux répartir les ressources soignantes, le bon professionnel au bon endroit et au bon moment. Je veux dire, de pouvoir utiliser de façon raisonnée les équipes de suppléance que nous avons à charge, puisque de plus en plus, comme les autres services, les équipes de suppléance, on a des postes vacants et nos équipes de suppléance sont moins étoffées, et donc on a quand même recours à de l'intérim. Bien entendu, dans ce logiciel qui sera objectivé par cette évaluation de la charge en soins en temps réel avec un score prédéfini, pourra nous amener à objectiver cette sécurité des soins que les professionnels nous soulignent régulièrement. Et bien entendu, avec mettre le bon professionnel au bon endroit au regard d'une activité pourra bien entendu améliorer la qualité de vie au travail. Donc, sur le groupe hospitalier, Valérie, nous avons nous souhaitons, je veux dire, déployer Virginia sur 3 sites hospitaliers de Paris-Saclay. Donc, en l'occurrence, Paul Brousse, Ambroise Paré et Raymond Poincaré sur 4 services pilotes. Pour le coup, les disciplines concernées, ce sera du SSR, du SLD, des unités spécialisées dans l'orthopédie et avec des capacitaires de 36 lits. Sur l'unité d'Ambroise Paré, ce sera de la chirurgie vasculaire avec des unités de 22 lits, tout ce qui est maladie du cœur et des vaisseaux. Et sur Raymond Poincaré, des services de médecine de réadaptation avec un capacitaire assez important de 43 lits et avec comme discipline tout ce qui est neurolocomoteur et handicap.
Donc, moi, ce qui m'a séduit, et pour le coup, ce qui a séduit aussi l'encadrement de ces sites pilotes et des équipes, c'est que l'utilisation, ce logiciel est facile d'utilisation, puisqu'on va pouvoir créer la fiche d'activité en 30 secondes et 15 secondes les jours suivants. Donc ça, c'est très important pour le coup pour les équipes. Il faut que ce soit un outil qui est facile et pas chronophage. Ce qui m'a aussi séduite dans le logiciel, c'est que Virginia peut être sera installée par un hébergeur extérieur. Et donc, on appelle ça, c'est le mode SaaS. Qui va permettre cette mise en œuvre d'évaluation de la charge en soins dans un site ou dans un établissement ou sur un groupe hospitalier. Il est connecté avec le serveur de mouvement de l'établissement. Donc, ces fiches d'activité vont être créées automatiquement. Donc, ça, c'est important. Et le logiciel est vraiment en interface avec les fichiers structures de l'établissement, des unités, donc qui permettra vraiment la juste affectation des mouvements. Ce qui m'a séduite aussi sur ce logiciel, c'est la charge en soins qui est réellement basée sur un score qui est factuel. Et pour le coup, on a une vraie vision holistique de la prise en charge. Donc, le leitmotiv, la lourdeur de la prise en charge, nous pourrons l'évaluer vraiment sur un lit au sein d'une unité, au sein d'un département médico-universitaire et également au sein d'un groupe hospitalier, puisque comme l'a montré Nathalie et Valérie, nous allons pouvoir piloter, je veux dire, notamment les DSAP pourront, je veux dire, avoir un regard sur cette prise en charge et cette activité au sein des différents DMU du GHU. Grâce au remplissage de ces fiches d'activité, on va pouvoir avoir l'expertise des métiers qui sera mise en évidence par l'identification de trois groupes de trois groupes cliniques qui font partie de notre métier, l'état initial du patient, les besoins fondamentaux, les soins infirmiers, et nous aurons également la possibilité de pouvoir apporter la singularité de la prise en charge en travaillant, et en l'occurrence les cadres ont travaillé avec l'équipe sur ces groupes particuliers qui fait que chaque site, chaque service pourra avoir une identité particulière dans l'utilisation de cet outil. Et le troisième point qui m'a séduite pour tester ce logiciel avec les équipes, slide suivante, c'est que nous allons pouvoir assurer des benchmarks en interne et en externe des organisations, puisque nous allons pouvoir avoir cette vision globale de chaque service, de chaque DMU, et d'avoir une vision qualitative et quantitative des besoins qu'on pourra allouer dans les différents secteurs, afin de pouvoir répondre soit en cas d'arrêt, soit lorsqu'on sera en sous-activité ou suractivité. Moi, j'attends beaucoup de cet outil. Mais les cadres également qui sont partie prenante de ce projet et les équipes également, c'est qu'on puisse avoir une vraie objectivité de la charge en soins en temps réel et que nous pouvons assurer et travailler sur les organisations qui, à un moment donné, ne sont pas, pour lesquels les besoins ne sont pas forcément toujours au rendez-vous, mais d'avoir cette vision globale et objectivée, on pourra peut-être améliorer la charge en soins. Super, merci beaucoup à toutes les trois. Merci Khadija, merci Nathalie et merci Valérie pour
pour ce partage d'expérience et pour cette histoire qui concerne de nombreux établissements de santé, qu'ils soient publics ou privés. Alors, nous avons reçu beaucoup de questions, hein. Le sujet a suscité l'intérêt et la curiosité de nombreuses personnes. Et donc, beaucoup de questions ont été reçues en direct sur le chat, mais aussi avant, lors des inscriptions. Quelle était notre première question, cher Julien? Tout d'abord, en effet, nous avons entendu des mots très forts qui ont sûrement dû parler à l'ensemble de la communauté. Nous avons entendu parler de la cartographie en temps réel, aussi le ROI, aussi le fait que l'outil soit objectif en libérant du temps soignant, avec notamment, nous avons entendu le mot SaaS. Donc tout ça, ce sont des mots qui parlent à toute la communauté et à tous les soignants que vous êtes, ainsi que les dirigeants. La première question qui est revenue, et qui paraît une question simple, mais qui ne l'est pas, je suppose, c'est pourquoi la charge en soins reste un sujet tabou. Donc, si quelqu'un veut se lancer sur ce sujet arpenteux. Ça commence fort. C'est ce que j'allais dire. Julien, Khadija ou Nathalie? Tabou parce que, en termes de, enfin moi je vais parler en tant que direction de soins, hein, c'est effectivement on a tendance à parler beaucoup en ratio de nombre de personnes par lit et avec un coût budgétaire derrière, mais le fait d'avoir cette notion, et ça c'est les directeurs de soins sont là aussi pour le rappeler régulièrement. Il y a effectivement un patient dans un lit, mais il n'y a pas que ça. C'est pas juste le patient vient pour tel type d'intervention. Il y a un patient, sa famille, l'intervention, mais il y a aussi la situation sociale, il y a l'état de récupération du patient, comment il est arrivé, dans quel état il est arrivé, est-ce qu'il était autonome. Enfin voilà, c'est vraiment parler globalité d'un patient. On en parle souvent, hein. C'était un mot depuis très longtemps, mais en fait, sur la réalité de terrain, c'est quelque chose qui reste effectivement encore un sujet, voilà, il faut pas la charge en soins, bon, oui, d'accord, mais enfin, bon, effectivement, on ne pouvait pas l'objectiver vraiment et en temps réel. C'était toujours, souvent avec les cibles, c'était a posteriori. Effectivement, Valérie a raison, il ne faut pas dire du mal des cibles parce qu'à un moment donné, ils ont été là et ça a été bien. Mais je crois que maintenant, on est dans une autre dimension et que effectivement, la charge en soins, elle doit être, ça doit être un indicateur au même titre qu'un ratio sur un lit ou qu'un coût. Moi, juste, j'ai oublié de préciser quand même que cet outil, enfin, toute cette méthode, hein, toute cette philosophie me permettait aussi d'avoir des balances horaires à l'équilibre en fin d'année. Et ça, c'est quand même pas rien. Et mon coût de production, de fonctionnement, on a fait l'étude, hein, le coût de fonctionnement d'un service de chirurgie, par exemple, et le coût de fonctionnement de médecine interne. Même nombre de lits, même typologie de patients, âgés, pas autonomes, très dépendants. Eh bien, moi, j'étais passée à un coût de fonctionnement de 55 000 € au niveau de service d'ortho, et j'étais un petit peu plus de 100 000 € sur le service de médecine. Moi, quand j'ai dit ça à mes supérieurs, ça leur a tout de suite parlé. Merci Nathalie. Qu'en pensez-vous, Khadija? Écoutez, moi, j'attends effectivement de cet outil qui me permette de bien évaluer cette lourdeur que souvent les professionnels soulignent dans la prise en charge du malade, et de pouvoir aujourd'hui, grâce à ce logiciel, de pouvoir l'objectiver par un score qui est prédéfini sans en faire une usine à gaz, comme notre voilà, on a avec 4 ou 5 critères fondamentaux de la prise en charge globale du patient, et de pouvoir l'objectiver. Moi, ce qui me séduit dans le logiciel Virginia, c'est cette évaluation de la charge en soins en temps réel avec l'activité et l'activité qui sera corrélée avec un capacitaire et des effectifs
sur le terrain et on pourra assurer, faire une analyse de situation de nos organisations. Juste un petit mot un peu dans la provocation, mais je pense que je peux me le permettre. Des 3 directrices des soins là, intervenantes, je suis de loin la plus ancienne. Et il y a quand même quelque chose, et je pense que nous avons beaucoup d'amis soignants en ligne ce soir, probablement aussi. Ça n'a pas été un sujet jusqu'à il y a relativement peu de temps. Nous étions, je suis dans la provocation, vous me pardonnerez, nous étions quelque part considérés comme des professionnels sacerdotaux. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, les heures sup, les trucs, les machins, ça n'existait pas. On était là pour remplir une mission. J'exagère bien sûr, je force le trait, ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Néanmoins, valoriser les actes soignants, c'est quelque chose qui est relativement récent et qui est indispensable aujourd'hui dans la bonne gestion. De toute façon, nos jeunes générations n'accepteront plus jamais de travailler autrement qu'en étant valorisés et pris en considération comme n'importe quel autre professionnel. Je me tais, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent. Valérie, non, ma question pour vous d'ailleurs. Vous avez parlé des CIPS, on a beaucoup de questions des auditeurs, que ce soit en amont ou même maintenant, après vous avoir écouté, c'est quelle est la différence entre cet outil d'évaluation de la charge en soins et les CIPS? J'ai noté qu'il était question d'évaluation en temps réel, et je pense que c'est la différence principale, mais quelle est concrètement la valeur ajoutée de cet outil par rapport à ce qui se faisait avant? Alors, pour faire très simple, hein, évidemment, cette distinction pourrait prendre toute une étude. Pardon, pour faire très simple, effectivement, le temps réel, c'est une notion qui est absolument fondamentale et c'était ce qu'on voulait pour être un outil de management et d'aide à la décision. Les CIPS sont extrêmement lourds et donc, pour tous ceux qui l'ont utilisé, vous le savez, c'est impossible, à moins d'y dédier des personnes et de travailler en permanence sur le sujet, créant une charge et un peu déconnecté finalement de l'instant. C'est extrêmement lourd, donc peu utilisable. Après, en termes statistiques, en termes d'examen des organisations a posteriori, d'observation, par exemple des saisonnalités, c'est parfait. Il y a une deuxième chose aussi, donc le nombre d'items. Il y a une deuxième chose également, c'est la question déclaratif et objectivité. Dans notre méthode, on est sur des scores, c'est-à-dire que chaque acte fourni auprès d'un patient, presté auprès d'un patient avec tel éventuellement état initial, avec tel handicap, avec telle chose complémentaire, vaudra autant. L'agent, le professionnel qui remplit la fiche ne peut pas intervenir. Et ça, c'est très important parce qu'on n'est pas dans le déclaratif. On est tous bien placés pour savoir que le soignant est un être qui ressent fort les choses, qui vit des choses difficiles et complexes, qui a des fois des jours néfastes et des fois des journées terribles. Et évidemment, nous sommes des êtres humains et à partir de ce moment-là, l'objectivité, même quand on pense être objectif, elle aura forcément d'autres expressions d'un jour à l'autre. Et ça, c'est très important. Très bien, merci. On a beaucoup de questions. On va essayer d'en traiter un maximum. Après, vous pouvez bien évidemment prendre contact avec les intervenantes au-delà du webinaire sur les différents réseaux, notamment sur LinkedIn, je pense. Voilà, c'est un réseau très puissant. On va essayer de répondre. S'il y avait… Votre outil s'inscrit dans une démarche qualité avec un monitoring du parcours de soins et des différentes filières. Aujourd'hui, pensez-vous qu'il peut répondre? Ça peut être une aide à la réponse, notamment avec la certification V2020 qui s'annonce un peu sous forme de monitoring de la qualité, avec notamment les patients traceurs. Comment vous vous positionnez par rapport à cette certification et à cette démarche qualité? Par rapport à la certification et à la démarche qualité, effectivement, cet outil, alors l'objectif, ce n'est pas l'outil qui va nous faire qu'on va avoir une bonne certification, c'est l'outil va nous permettre d'avoir effectivement l'évaluation de charge en soins qui nous permettent de bien mettre en place les organisations nécessaires pour moi pour répondre à la certification. C'est-à-dire qu'en fait, si j'ai la bonne personne au bon endroit et que cette personne a le temps de faire ce qu'il doit faire, c'est-à-dire les soins, la qualité des soins, mais aussi et surtout la traçabilité des soins, puisqu'on sait que c'est
Je pense qu'il n'y a pas que dans mes établissements où il y a des fois des problèmes de traçabilité. Donc, je pense que voilà, c'est ça aussi derrière, c'est toute la démarche qualité en termes de qualité des soins, qualité de traçabilité, interrogation sur les pratiques, interrogation sur les organisations. Tout ça, ça rentre dans la démarche qualité et dans la prise en charge et de l'évaluation du patient traceur. Le patient traceur, on prend le parcours, on l'évalue et on va regarder le dossier. Et effectivement, si on a bien, mis les moyens au bon endroit, avec les bons professionnels qui sont en capacité de remplir toutes ces rubriques, on aura une qualité de prise en charge qui sera là. Et en fait, je suis convaincue, donc c'est très difficile pour moi d'être, pour le coup, objectif sur cette démarche. Mais en tout cas, moi, au niveau de la qualité de soins sur là où j'ai travaillé, on a eu une certification A et ça nous a aussi beaucoup aidé là-dedans, quoi. Et donc, pour rappel, juste Nathalie, on a une question qui revient souvent. Vous êtes l'établissement pilote, donc le premier établissement où cette solution a été déployée. Est-ce que vous pouvez rappeler de quel établissement il s'agit, s'il vous plaît? Il s'agissait plutôt, parce que vous avez changé depuis. Et dans quel service? Donc, en fait, c'était le pôle chirurgie femmes-enfants du centre hospitalier mémorial de Saint-Lô. Saint-Lô et Coutances, ces deux établissements de direction commune dans le centre Manche, pour situer un petit peu en Normandie. C'était mon ancien établissement, puisque entre-temps, j'ai passé le concours et je suis devenue coordinatrice générale des soins. Super, merci beaucoup. Valérie, est-ce que vous souhaitez compléter la réponse de Nathalie relativement à la question de Julien? C'est vrai qu'un des apports importants de la méthode indirecte, d'ailleurs, mais qui porte ses fruits, est que, en fait, par une meilleure harmonisation de la mise à disposition des ressources, il est vrai que, j'ai envie de dire, on a, mes collègues l'ont dit, le bon personnel au bon endroit en bon moment. Et forcément, par là même, on est capable de délivrer une meilleure qualité de soins, puisqu'on est capable de se dire à un moment que par rapport à la réalité de l'activité suscitée par tel et tel patient ou l'ensemble des patients, on a assez ou pas assez de personnel. Est-ce qu'il faut qu'on renforce? Est-ce qu'il faut qu'on aille porter son aide ailleurs? Et c'est vrai qu'en termes de qualité, ça a un impact réel. Pardon. On peut parler des patients traceurs, etc. Mais ça rentre dans la ligne globale de la prise en charge, de toute façon. Voilà. Je voudrais compléter juste aussi ma réponse, qu'à travers cet outil, on a aussi une implication plus importante des professionnels sur justement cette notion de qualité. Parce qu'ils se sentent soutenus, ils se sentent compris dans la charge en soins, ils sentent qu'on les écoute par rapport à ça. Et du coup, pour les mobiliser, que ce soit sur la qualité ou d'autres réflexions, on a une implication beaucoup plus importante. Et dans quelle mesure cet outil a permis… Oui, vous vouliez compléter peut-être, Khadija? Oui, je voulais compléter par le scoring que va apporter la fiche d'activité, va permettre d'affiner l'analyse et cette prise en charge spécifique dans chaque unité. Je ne sais pas si je suis claire, mais moi, ce que j'attends, c'est que cette fiche d'activité, elle va être liée à un patient et une entrée. Et une prise en charge qui est évaluée par les professionnels. Et ce score-là va pouvoir nous permettre de regarder la prise en charge de chaque unité, de chaque spécialité, et de pouvoir apporter peut-être, faire évoluer également les organisations, les pratiques professionnelles, en faisant ces analyses d'organisation. Moi, je crois beaucoup sur ce logiciel, sur cette évaluation des pratiques, évaluation des organisations, évaluation de la prise en charge par le scoring qui va apporter et de pouvoir bien objectiver cette sécurité, cette qualité. Merci beaucoup, Khadija. Vous avez beaucoup parlé du patient et ça nous conduit à certaines de nos questions que je vais essayer de synthétiser. C'est l'impact de ce déploiement et de cette évaluation de la charge en soins
sur la satisfaction des patients et sur la qualité, quelque part, du service rendu aux patients. Est-ce que c'est un point que vous avez eu l'occasion d'évaluer, de mesurer? Alors oui, effectivement, on avait des enquêtes de satisfaction, mais on les avait aussi avant. Là, franchement, j'ai pas eu le temps d'aller au bout de la démarche par rapport à ça, puisque je suis partie voilà, à l'école. Mais la satisfaction était déjà présente, on a légèrement amélioré, mais je dirais que l'impact, il a été surtout sur la satisfaction des professionnels, en fait. Voilà. C'est-à-dire que les professionnels, ils se donnaient et les patients étaient satisfaits. Ça, il n'y avait pas de souci. Donc, il y a une légère amélioration, ça, c'est certain, par rapport à tout ce travail d'analyse et d'organisation. Mais je dirais que la satisfaction, elle s'est beaucoup mieux mesurée au niveau des professionnels parce que ce que je vous disais, hein, une attractivité, j'avais aucun problème de recrutement, aucun problème de fidélisation, un taux d'absentéisme qui m'est alors très comment dire, véritablement, qui a véritablement diminué, hein, ça c'était clair, parce qu'il y avait, on redonnait du sens, on redonnait des valeurs, on redonnait cette notion d'entraide et de soutien et la sensation d'être entendu des cadres et du cadre sup, quoi, sur, voilà, et que c'était objectivé, quoi, c'était du concret. Et quand une collègue arrive pour 2 heures pour venir aider, ou, voilà, ou quand on vous dit le soir à 18h, vous pouvez rentrer, vu la charge qu'il y a en soins et l'activité, rentrez, voilà, vous partez à 18h au lieu de 21h, vous récupérez sur votre balance horaire, vous rentrez un peu plus tôt, faites la surprise aux enfants. Ça n'a plus rien à voir. Je parlais de décontraction, mais c'est un peu ça, en fait. Le sentiment d'être plus valorisé et d'être plus entendu. Je ne veux pas refaire des vieux schémas parce que ce serait ridicule, hein, mais c'est vrai qu'on se rend compte que ça crée d'autres rapports entre les équipes et au sein des équipes. Pardon. Et bien sûr, je ne suis pas en train de dire que notre méthode est miraculeuse, mais néanmoins, il y a quand même une amélioration qui se ressent avec le temps. Et voilà, moi je dis une décontraction parce que c'est un peu ça que je ressens dans les endroits où on travaille. Oui, c'est effectivement très important d'avoir un impact sur la motivation et sur l'engagement du personnel, mais aussi sur la valorisation du travail invisible. C'est aussi une question qui revient souvent. C'est comment ce travail invisible a été valorisé ou rendu visible grâce à cet outil. Et aussi, pour aller plus loin, comment la polyvalence euh, des professionnels de santé et puis les compétences ont pu être mobilisées. Alors, par rapport à la première question, le travail invisible, bon, c'est quelque chose, les soins afférents, la charge qui est afférente, etc., c'est quelque chose qui est connu, qui est très difficilement mesurable, effectivement. Alors, où est-ce qu'on fait la différence dans notre méthode? Il est évident qu'une toilette complète au lit, voire avec une personne extérieure, etc., à 2 personnes, sera toujours cotée de la même façon. En revanche, l'endroit où nous faisons la différence, c'est ce qu'on appelle on n'a pas eu le temps de vous l'expliquer plus avant, c'est excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est ces fameux soins spécifiques, parce que c'est là qu'on définit toute la différence du service dont on est en train de s'occuper par rapport aux autres. Je m'explique. Si je me souviens de Nathalie Bisson, un des premiers critères qui a été défini en chirurgie viscérale, c'est un critère qu'on a appelé antibiothérapie particulièrement lourde. Nathalie, coupez-moi si je dis une bêtise, c'est-à-dire qu'on avait là des patients qui 6 ou 8 fois par jour recevaient 3 poches d'antibiotiques, et ça c'est inquantifiable dans un exercice normal, c'est inquantifiable. En revanche, par ces soins spécifiques, on crée des prises en soins ou des protocoles ou des soins comme ça qui sont capables de faire la différence. Donc, on n'est pas... Alors, je devance les questions, on ne quantifie pas les coups de sonnette, on ne quantifie pas les appels des familles, etc. Néanmoins, toutes les études que l'on a faites par rapport au déploiement ont montré que nous sommes présents entre 80 et 90%. Nous ne pourrons pas, sous une forme aussi simple, j'ai envie de dire, atteindre 100%, puisque ce n'est pas possible. Vous connaissez tous le fonctionnement des unités de soins. Nous ne pouvons pas, surtout en prévision sur 24 heures, quantifier chaque coup de sonnette, chaque moment où il faudra donner le bassin, chaque personne qui se sera souillée, mais
au total, quand on considère, on arrive à entre 80 et 90% de la réalité de l'activité. Ça, c'est pour la première question. Pour la deuxième question, les compétences mobilisables. Bien entendu, comme on vous l'a expliqué, ça ne se joue pas, ces questions de mobilité interne, etc., ne se jouent pas comme ça, tout seul dans un bureau, à l'écart des équipes, à l'écart des collègues, à l'écart de tout ça. Nathalie Bisson l'a très bien dit, il y a un accompagnement, il y a une inculturation des équipes et tout ce travail. Bien sûr que le travail de déploiement et tout ça est relativement rapide, l'outil est très simple et l'appréhension de l'outil est extrêmement rapide. Les résultats quantifiés sont là très rapidement. En revanche, l'utilisation qu'on va en faire, bien sûr, dire je remplace pas, ça c'est assez primaire. Mais effectivement, la capacité de dire, eh bien, cet agent de chirurgie orthopédique est capable d'aller en viscéral, ça ne va pas se faire comme ça. Il y a tout un travail d'accompagnement qui prend des mois, voire plus, mais les solutions les plus simples, j'allais dire, sont disponibles quasiment immédiatement. Après, les personnes qui posent ces questions-là, moi, je suis toute disposée à en parler. Hein. On n'a pas le temps de le faire là, mais je suis tout à fait disponible pour répondre à toutes les questions, bien sûr. Alors, si je peux compléter la réponse de Valérie, effectivement, c'est un accompagnement. On fait un travail quand même auparavant hein, de cette solidarité, ces valeurs, mais l'outil aussi, le fait de faire échanger, de faire aider des professionnels dans un autre service, du coup, partager en fait leurs pratiques. Et le fait de partager les pratiques, on prend en général les bonnes idées des autres. Et en fait, tout doucement, on a harmonisé beaucoup de choses en fait. Et du coup, quand elle changeait de service, eh bien, il y avait beaucoup de choses qui se ressemblaient. Il n'y avait vraiment plus que la spécificité du service, mais déjà, on avait de façon, comment dire, en accord en fait avec tous les professionnels, que ce soit aides-soignants, que ce soit infirmiers, parce que c'est des travaux qu'on fait ensemble, hein, tous ensemble, eh bien, on avait harmonisé quand même beaucoup de pratiques et il y avait les spécificités. Mais du coup, les infirmières des services spécifiques avaient travaillé des protocoles, avaient travaillé en fait des fiches qualité. Hein, sur prise en charge pour tel type de... Donc, nous avons travaillé tous nos chemins cliniques de toutes les pathologies, de tous les services de chir. Je ne vous cache pas que c'était un travail de 2 ans, mais tous nos chemins cliniques étaient constitués et validés par les médecins. Mais du coup, ça initie en fait tout ce travail-là. Donc, ça rejoint aussi tout ce qui est certification, qualité, hein, ce que je disais. C'est une dynamique, en fait. On commence tout doucement, puis en fait, au fur et à mesure, eh ben, les professionnels d'eux-mêmes disent pourquoi on n'harmonise pas ça puisqu'on va s'aider, au moins on fait tous pareil. Et puis, pourquoi on n'écrit pas ça comme ça quand on a une collègue qui vient en remplacement, ça facilite les choses. Et ça s'est fait naturellement comme ça. Avec aussi, on a organisé ce qu'on appelle des mini-formations avec les chirurgiens qui nous faisaient des mini-formations de 30 minutes pour un ensemble de professionnels de différents services de chir. Voilà, juste avant de quitter le travail. Voilà, c'est une philosophie, vraiment. Merci beaucoup pour toutes ces réponses, ces précisions et ces compléments. Donc, on arrive, il est déjà 20h03, donc on a légèrement dépassé le timing avec énormément de questions auxquelles on ne pourra pas toutes répondre. Donc, je vous invite à échanger avec nos 3 invités sur LinkedIn, comme l'a suggéré au début Julien, ou sur l'adresse mail de Valérie Valin que je vous ai mis sur le chat. Elle sera ravie de vous répondre et puis d'échanger un peu plus longuement sur des questions un peu plus pointues ou plus personnelles. Peut-être une dernière question avant de conclure. Quelle a été la principale difficulté dans le déploiement de cette solution et comment vous avez pu y remédier? Je pense que, mais c'était probablement dû. J'ai ouvert mon micro. Oui. Mais c'était probablement dû à notre inexpérience. C'est un peu la façon qu'on a eu d'être confrontés aux équipes parce que nous-mêmes ne savions pas encore exactement ce qu'on allait en tirer. Et les toutes premières équipes que nous avons rencontrées ont été, passez-moi l'expression, c'est pour nous fliquer. Et en fait, tout le travail a consisté, bien entendu, avec le temps. Et nous en étions persuadés dès le début, mais
peut-être que c'était notre inexpérience sur le sujet, enfin sur la mise en place de cette solution qui faisait ça. Et en fait, toute la différence en fait revient dans le fait que, et on y croit vraiment, ce n'est pas un effet de langage, ce n'est pas pour faire plaisir, ce n'est pas pour être plus attractif. On est vraiment, nous sommes tous des soignants. Les gens qui ont, bien sûr, moi je suis à l'initiative, mais je ne travaille pas toute seule. Toutes les personnes qui sont intervenues dans le déploiement et dans la création de cette méthode sont des experts de l'hôpital depuis à peu près presque autant que moi, tous ceux qui ont participé, une quarantaine d'années. Et ce que je veux dire, c'est que c'est notre approche à nous qui a dû se moderniser, pas moderniser, mais un peu se retourner de façon à bien mettre en avant ce qui est la réalité, c'est-à-dire on valorise. Parce que valoriser, ça donne une vérité, ça donne quelque chose qui nous permet qui permet aux encadrants, qui permet aux directeurs, et éventuellement, etc., et dans tous les contacts, d'être professionnels, d'être dans la justesse et d'être d'être vrai, quoi. Et c'est ça qui est très important au bout du compte, parce que tout le monde y retrouve son compte. Et c'est vraiment ça. Et je pense que ça a été une erreur un peu de débutant, mais je pense que plus on a travaillé sur le sujet, plus on a échangé avec les équipes, dont on apprend énormément, plus on s'est rendu compte qu'en fait, cette approche-là était la bonne. On valorise, et de cette valorisation ressortent des possibilités de travailler d'une façon plus moderne, d'une façon plus dynamique, etc. Et je crois que ça a été vraiment la première difficulté. Après, je peux discuter avec chaque personne qui est présente ici de toutes les difficultés techniques qu'il peut y avoir, mais ça, c'est un autre sujet, ce n'est pas très compliqué. Oui, exactement. Et puis votre réponse prouve que c'est vraiment tout l'intérêt de travailler en étroite collaboration avec les professionnels de santé et construire ces solutions en partant du terrain. Merci beaucoup à toutes les trois de Merci votre beaucoup. disponibilité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous laisserai le mot de la conclusion, chacune, 2 ou 3 mots pour nous décrire peut-être votre vision et puis les perspectives que vous voyez pour la charge en soins et puis pour la santé en général. C'est une grande question, là. Vous vous posez une question en trois exemplaires, 3 chapitres, 3 livres. Non, moi, j'ai hâte de pouvoir le mettre en place avec les équipes, les cadres et les sites et les services pilotes ont hâte de pouvoir utiliser cet outil qui va nous permettre, moi, de travailler sur les organisations. Oui, moi, j'ai hâte avec les équipes et l'encadrement de pouvoir objectiver cette charge en soins, cette lourdeur de la prise en charge. Voilà ce que je dirais, moi, là, dans l'immédiat. Moi, de mon côté, écoutez, moi, j'ai déjà eu l'expérience. Donc, je me suis auto-convaincue de continuer dans ce sens. Bon, j'ai changé d'établissement. Je vais avoir, donc, maintenant, j'ai 5 établissements en charge et du coup l'objectif ça va être de faire travailler effectivement l'ensemble des équipes quel que soit le domaine avec cet outil. Nous allons avoir un nouveau DPI de GHT, donc voilà, un DPI de GHT qui sera commun à l'ensemble des établissements, donc ça aussi c'est important. Et pour le coup, l'objectif, c'est d'avoir cet outil d'évaluation de charge en soins à travers notre DPI. Et l'expérience peut me permettre de me dire que, en fait, ça ne sert à rien de connecter, parce que je vais vous dire pourquoi. On se dit, si on construit bien les tuyaux entre les deux outils, ça va auto-remplir et du coup, ça fait ça en moins à faire aux soignants. Eh bien, c'est totalement faux. On était parti là-dessus dans notre première expérience et en fin de compte, ça allait prendre plus de temps aux soignants de remplir les données dans le dossier patient parce qu'en vrai, le recueil de données parfait dans un dossier patient informatisé n'existe pas, ou alors moi, je veux bien aller voir l'établissement où tout est super bien rempli. Et du coup, en fait, on les aurait obligés à aller faire des choses qu'ils ne faisaient pas pour pouvoir avoir les données dans le logiciel. Alors que là, dans le logiciel, c'est moins de 30 secondes pour la première fois et moins de 15 secondes pour les autres fois. Donc moi, franchement, avec mon prochain DPI, je ne chercherai absolument pas à ce qu'il soit auto-alimenté par des données du DPI.
ça fera perdre plus de temps. Surtout que le nom, tout ça, toutes les données administratives sont déjà saisies, c'est vrai, précoché. Donc voilà, moi, ça va être l'objectif, c'est de travailler sur un GHT avec cet outil de charge en soins qui sera un appel contextuel de mon TPI. Et juste pour conclure, moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, pour compléter juste un tout petit peu le propos de Nathalie Bisson, c'est que effectivement, tout n'est pas récupérable automatiquement. Néanmoins, pour les personnes que ça peut intéresser, on pourra leur expliquer de quelle façon l'ergonomie de l'outil a été améliorée grandement et travaillée beaucoup pour que les saisies soient extrêmement rapides et fiables. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, l'avenir, les perspectives, j'ai envie de vous dire encore plus de prédictibilité. Et c'est vrai que Nathalie Bisson a parlé tout à l'heure des chemins cliniques. J'y crois beaucoup. D'ailleurs, on a déjà discuté avec des personnes qui sont aussi axées sur ces process. Et l'idée, c'est ça, c'est un maximum de prédictibilité sur la gestion des lits, etc., en travaillant sur toute l'activité réglée au minimum, hein, et même en ayant des protocoles sur l'activité non réglée, pour être capable de faire du prédictif à X jours, semaines, voire mois, pour tout ce qui est planifié. Voilà. Et ça, c'est vraiment, j'espère que je verrai ça avant d'arrêter de travailler, parce que vraiment, c'est quelque chose en quoi je crois très fort. Mais bien sûr, il faut que ce soit travaillé dans des partenariats. Super, Voilà. l'appel est lancé pour le partenariat. Ouais. L'invitation est lancée. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre authenticité, de votre générosité dans le partage de ce soir. Un grand merci à managersanté.com et à Julien de sa présence ce soir. Merci beaucoup de nous avoir invités, en tout cas. Merci Julien, merci Nada. C'était un grand plaisir. Merci à tous les participants et merci à Bisense pour leur soutien sur le webinaire de ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.